Ce qui pour moi est primordial, c'est déjà de parler d'argent dans le couple. Contrairement à ce qu'on pense, quand on aime, on compte. Parce qu'on a envie de protéger l'autre, de ne pas le léser, de reconnaître toute la valeur qu'il apporte à la famille. On n'est jamais trop de deux cerveaux pour réfléchir à tout ça. Laisser son conjoint remplir la déclaration d'impôt parce que c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué aussi pour votre conjoint, en fait. C'est qui n'a pas un cerveau plus apte que le vôtre. De l'installation à deux, aux enfants, en passant par le mariage et toutes les mauvaises habitudes liées aux stéréotypes de genre. Pourquoi l'argent des femmes s'évapore-t-il dans le couple ? Bienvenue dans le podcast Femmes d'Action, le podcast Fortunéo qui encourage les femmes à reprendre le pouvoir sur leur argent. Je suis Léa Lejeune, cofondatrice de Plan Cash, le média qui parle d'argent aux femmes. Et pour comprendre comment les femmes passent d'un salaire mensuel déjà plus faible à une retraite de 39% de moins que ces messieurs, et puis quel rôle crucial le couple joue dedans, je reçois Lucille Quillet. Lucille Quillet, vous êtes journaliste et autrice d'une enquête cruciale sur la gestion de l'argent, le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Bonjour Lucille Quillet. Bonjour Léa. Alors, les inégalités commencent dès les prémices de la mise en couple et de l'installation, et puis ça ne va pas en s'arrangeant. Que se passe-t-il au moment de la cohabitation quand nos deux amoureux s'installent ensemble ? Déjà, il faut choisir un appartement ensemble ou aller chez l'un, chez l'autre. En fait, on se dit, être en couple, c'est même plus rentable, entre guillemets, qu'être seul parce qu'on va partager des économies d'échelle, on va partager le loyer, les draps, la nourriture, tout ça. En fait, quand on y regarde de plus près, pour les femmes, ça peut vraiment être défavorable. Donc, admettons, on cherche un appartement ensemble. Quand on a des écarts de revenus, il y en a un qui va vouloir un plus grand appartement, l'autre qui va pas forcément oser dire moi je peux pas dépenser trop. Donc en fait ça dépend beaucoup. Si on fait une gestion du budget à 50-50, est-ce qu'on va payer le loyer moitié-moitié ou est-ce qu'on fait au prorata de nos revenus ? Ça c'est quand même une grande question. Je trouve que quand on a grandi dans les années 80-90, on a été élevé dans l'idée que quand on était féministe on faisait moitié-moitié. On faisait 50-50 parce qu'on était pour l'égalité, donc il fallait l'appliquer soi-même. En fait, il ne faut pas oublier qu'en moyenne, au sein des couples en France, c'est 42% d'écart de revenus. Donc quand vous faites 50-50 alors que vous n'avez pas les mêmes revenus, il y en a un qui s'enrichit et qui va plus épargner et l'autre qui va courir derrière un train de vie qu'en fait, elle ne pourrait pas vraiment se permettre. Donc ça, déjà, il y a la gestion du budget. Après, quand on fait au prorata, admettons, c'est-à-dire que moi, je vais payer 30% du loyer et lui, 70%, on se dit que c'est plus juste. Sauf qu'en fait, ça peut aussi engendrer un système de redevabilité parce qu'on se dit, quand même, je vis dans ce bel appartement dont je ne paye que 30% du loyer. Alors qu'en fait, le conjoint, lui, ne pourrait pas vivre dedans s'il devait payer à 100%. Il profite aussi de vos 30%. Mais il y a un peu ce spectre de la femme profiteuse qui, du coup... la femme vénale qu'on a entendue la femme beaucoup vénale trop. Intéressée, voilà. Donc... elle va plus faire la vaisselle, plus faire de tâches domestiques, parce qu'elle se dit qu'elle doit quand même compenser. Donc, on n'est pas sur une vraie égalité. Donc ça, c'est la gestion du budget. Après, il y a la répartition des dépenses aussi. Qui paye quoi ? Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on laisse les choses se faire un peu naturellement, dans la lignée des tâches domestiques que les femmes font encore en majorité, et je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard, elles vont dépenser tout ce qui est alimentation, fourniture scolaire, tout ce qui est pour les enfants, tout ce qui est l'éphémère, le périssable et le non valorisé. Et ce qui coûte cher quand même. En fait, ce qui fait partie du soin aux enfants ou du soin aussi. au couple. Oui, voilà. À l'inverse, les hommes, eux, vont se concentrer sur des postes de dépenses moins chronophages et plus valorisés. Donc avant qu'il y ait le prélèvement à la source, c'était je vais m'occuper des impôts. Ça va être je vais payer les vacances, je vais payer la voiture, le matériel technologique, des choses dont les montants sont inscrits, qui restent. Donc, c'est beaucoup plus pratique au moment d'une séparation, si séparation il y a, parce que on peut chiffrer combien est-ce que ça vaut, combien est-ce qu'on a dépensé, et potentiellement aussi, on repart avec. Donc ça crée quand même de grands écarts. Et puis après, dans la mise en couple, il y a aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que l'argent, il y a l'argent qu'on a, et il y a l'argent qu'on n'aura jamais. Le coût d'opportunité. Et c'est là où, quand on parle d'argent dans le couple, il faut absolument parler du coût d'opportunité parce que c'est là où les femmes passent de « je profite un peu de la situation parce que mon conjoint gagne plus que moi, il dépense plus, donc il faut que je fasse profil bas » à « en fait, je me fais arnaquer ». Mais qu'est-ce que c'est le coût d'opportunité pour quelqu'un qui n'a pas entendu cette expression ? Alors, le coût d'opportunité, c'est tout l'argent que je ne vais pas gagner parce que je vais passer
du temps au travail gratuit pour ma famille. Et là, il y a une étude de l'INSEE qui est absolument géniale, qui compare le temps de travail domestique dans une semaine selon qu'on soit une femme célibataire, un homme célibataire ou en couple ou avec un enfant. Et on voit en fait que la mise en couple, pour une femme, c'est beaucoup plus de tâches domestiques, alors que les hommes en enlèvent. Une femme célibataire fait 16 heures de tâches domestiques par semaine et un homme 11 heures quand ils sont seuls. D'accord, donc la mise en couple, ça veut dire qu'on va prendre en charge toute une partie de ce travail gratuit. Voilà, quand je passe en couple et que je suis une femme, je vais passer à 23 heures par semaine. Et un homme, lui, 9 heures. Il en enlève, elle en ajoute. Et quand il y a un enfant, c'est 28 heures pour elle et 10 heures pour lui. Donc, le père d'un enfant fait moins de tâches domestiques qu'un homme célibataire. Si tu as bien suivi les calculs. Et en fait, ce temps-là, c'est du temps qu'on ne va pas passer dans une activité rémunérée. C'est du temps de travail gratuit qui crée de la valeur parce que jamais les hommes n'auraient les carrières qu'ils ont et l'argent qu'ils ont sans le travail gratuit des femmes. S'ils devaient aller chercher leurs enfants à 16h30 à l'école et les amener le matin et du coup rater des réunions, rater des opportunités. Complètement dans le coup d'opportunité. Voilà, en fait, on est dans ce coup d'opportunité quand on a des enfants, mais même au-delà, c'est pas que les enfants. C'est aussi faire son ménage, faire la cuisine, s'occuper de ses parents vieillissants. Ça, le coup de l'aidance aussi, il est très fort pour les femmes. Et donc tout ça, quand on ne le fait pas parce qu'on est complètement dédié à sa carrière, ou on le délègue à des femmes qui font ce travail gratuitement, donc les conjointes, les mères, les grands-mères, les sœurs, ou on va payer des femmes, en général pas très cher, pour faire le ménage, garder les enfants, tout ça. Donc c'est quand même toute une économie qui se repose beaucoup sur le travail gratuit ou très précaire des femmes. D'accord, donc il y a ces deux inégalités de départ, un train de vie, on est tiré par le haut, et puis plein de tâches ménagères ou d'autres activités qui ne sont pas rémunérées, qui nous font perdre des opportunités. Tu travailles principalement sur le couple hétérosexuel. Est-ce que ça s'applique aussi dans les autres formes de couple ou c'est vraiment le couple hétéro qui pénalise les femmes sur la gestion financière ? Moi, je n'ai pas étudié les couples homosexuels, donc je ne peux pas arriver avec des chiffres, avec une comparaison. Ce que je pense et ce que je crois, c'est que quand on est dans un couple homosexuel, on a quand même beaucoup plus déconstruit des attentes liées à son genre, de qu'est-ce que doit être un bon homme, qu'est-ce que doit être une bonne femme, qui prend soin de son mari, qui fait à manger, et tandis que l'homme doit rapporter l'argent, la maison, être le pilier économique. On a déconstruit quand même un peu cette partition-là. Donc je pense que c'est un peu plus égalitaire. Après, pour autant, quand on est deux, dans un couple, il y en a toujours un qui gagne plus que l'autre. Et donc, on peut avoir cet effet un peu locomotive de le plus gros salaire l'emporte. Donc, il y en a un ou une qui a une carrière prioritaire sur l'autre. Et c'est là où ça engrange des inégalités tout au long de la vie. C'est qu'à partir du moment où je privilégie la carrière de mon conjoint parce qu'il gagne le plus, moi, jamais je vais rattraper. Et toujours, je vais suivre. On va privilégier sa carrière et donc en fait c'est très difficile de se rapprocher de l'égalité. Donc cette partie-là, ça peut s'appliquer à la fois aux couples homosexuels, mais aussi à des couples où c'est inversé finalement. Bien sûr. Il y a quand même... Alors, dans 75% des couples hétéros, c'est monsieur qui gagne le plus. Donc il y a quand même 25% où madame gagne le plus. Donc ça peut quand même exister autrement. Mais la grande majorité, c'est quand même... Alors justement, tu as cité un chiffre qui est assez étonnant. 42% d'inégalité de salaire au sein d'un couple. De revenus, De revenus au sein d'un couple, alors qu'on entend toujours qu'il y a environ 25% dans la population en général. Et attention, pas à poste égal, mais bien quand on considère qu'il y a des inégalités de temps partiel, de secteur professionnel, etc. Comment on en arrive à ces 42% ? Et quand est-ce que ça s'aggrave, cet écart ? Quand il y a des enfants. Spoiler. Alors, c'est vrai que moi, je trouve ça assez... on parle beaucoup des inégalités de salaire. Après, il faut voir aussi qu'au sein du couple, 42%, ça s'explique par des inégalités de temps de travail. Il y a aussi, je trouve, un chiffre que je rajoute, c'est des inégalités de patrimoine entre hommes et femmes qui s'aggravent. On est passé de 9% à 15%, je crois, en 20 ans. Donc ça, on voit aussi que le mariage, on y reviendra peut-être un petit peu après, mais les femmes sont moins protégées qu'avant et perdent en fait du patrimoine beaucoup plus que les hommes. Donc voilà. Après, comment est-ce qu'on explique du coup des écarts de revenus au sein des couples ? Il y a le temps de travail, parce qu'évidemment, quand on a des enfants, on a une charge domestique et parentale que les hommes assument encore très très peu. Alors, on fait des progrès parce que le congé paternité a été allongé jusqu'à 28 jours.
facultatif, c'est que 7 jours obligatoires. Ouais. Pour les femmes, on est quand même sur 8 semaines obligatoires et jusqu'à 16 semaines facultatives. Donc quand on a une inégalité forte comme ça, même institutionnelle, qui existe, c'est très difficile après de se départir de ça. Il faut aussi quand même se rappeler que c'est pas toujours du choix de s'arrêter ou de diminuer leur activité à l'arrivée d'un enfant, ce qui concerne quand même la moitié des femmes, pratiquement. C'est que on manque de place en crèche en France. Donc, quand on n'a pas de mode de garde, quand on n'a pas de place en crèche, du coup, il faut qu'il y ait un des deux parents qui se sacrifie, qui se dévoue, voilà, et qui va prendre un congé parental rémunéré 400 €. Il y a cette question-là, il y a aussi la question de l'écart des salaires entre les deux. C'est-à-dire, si on a un salaire qui est très faible d'une personne qui travaille déjà à mi-temps, on peut être poussé à arrêter de travailler, par exemple. Oui, parce qu'en plus, on conjugalise l'impôt. Donc, en France, quand vous avez un conjoint qui gagne moins que vous, du coup, ça vous fait faire en fait des réductions d'impôts. Donc, il y a aussi ce système-là qui ne favorise pas le travail des femmes. Parce qu'on se dit, oui, mais si tu travailles plus, puis en fait aussi, on considère le travail des femmes avec des équivalences un petit peu... moi, je trouve ça assez surprenant qu'on le compare toujours en équivalent salaire de nounou. Oui, mais tu vas travailler, ça va nous rapporter tant, mais du coup, au final, on le dépense en mode de garde. Du coup, ne travaille pas et garde les enfants toi-même. Mais jamais on pense qu'en fait, les frais de nounou, s'ils sont divisés par 2 à 50-50 ou au prorata, en fait, il n'y a aucune raison de le considérer entièrement sur le salaire de la femme dans le couple. Donc voilà, donc le travail des femmes et, par extension, leur argent, c'est encore considéré comme une variable d'ajustement pour le bénéfice de toute la famille. Sauf que, malheureusement, un couple sur 2 se sépare. Et quand y a la séparation, là, tout ce qui était au bénéfice de la famille, c'est des miettes pour madame. La carrière de monsieur va continuer, la locomotive continue de tracer. Voilà, on a l'évolution de salaire, une évolution professionnelle, des investissements aussi qui ont été faits, parce que ça, c'est aussi une répartition classique, on va peut-être l'aborder un peu plus tard, qui se fait où monsieur se consacre aux investissements, aux placements, et madame est parfois complètement dans l'ignorance de ces placements-là. Et encore une fois, au moment d'une séparation, ça pose un gros problème de partage, parce qu'elle n'a pas eu accès à la connaissance. Là-dessus, je renvoie au très bon livre Le genre du capital de Sybille Golac et Céline Bessières, qui explique comment dans la famille, on reproduit des inégalités, notamment au moment de la façon dont on règle les divorces. Au moment de l'héritage, au moment des divorces. Au moment de l'héritage, du divorce. Qui va garder la maison, voilà, et de comment cette on va logique, calculer la pension alimentaire. Voilà, et dans les façons dont on calcule les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, s'applique la logique de la comptabilité inversée, où en fait, on ne va pas regarder ce dont l'enfant a besoin ou ce que la femme mérite au regard de sa participation dans la vie familiale, dans la carrière de son conjoint. On va regarder ce que l'homme peut donner dans la limite de ses moyens immédiats sans abîmer son patrimoine. Autrement dit, s'il a un château, on ne va pas lui faire vendre le château. On va dire, là, il a tel revenu, mais là, une boîte à faire... à faire tourner, faut pas trop en demander non plus. Et s'il a juste la possession de l'appartement familial, en fait, on va réfléchir à qui on laisse l'appartement, mais on va pas diviser le bien pour essayer de mieux aider les femmes. Et en plus, on va dire, pensez à vos enfants qui vont hériter de ça ou qui vont pouvoir aller dans ce bel appart, cette belle maison et tout, alors qu'en fait, pour les femmes, c'est souvent plus de précarité derrière, parce que quand on a moins travaillé, qu'on a moins de ressources, moins de revenus, et qu'on a la garde exclusive des enfants encore dans plus de 75% des décisions judiciaires au moment des séparations familiales, moi, c'est ce que j'appelle un peu le syndrome Mary Poppins, c'est qu'on demande aux femmes de faire beaucoup avec pas grand-chose dans leur sac à main. Et donc, essayer de gagner plus d'argent, donc de travailler plus sur du temps plein quand on a des enfants à charge qu'il faut aller chercher, qu'on n'a pas forcément les moyens d'avoir une nounou derrière, enfin voilà, et qu'on a une pension alimentaire qui est calculée de façon assez injuste, quand elle est versée, parce que dans 30 à 40% des cas, la pension alimentaire n'est pas versée ou pas complètement, alors que les hommes ont quand même beaucoup plus de moyens que les femmes. Donc ça entraîne aussi une charge administrative pour les femmes d'aller réclamer, de faire des procédures. C'est pas aux hommes d'aller dire, là, ce mois-ci, je vais être un peu court, aider mon ex-conjointe et mes enfants derrière. En fait, alors que dans d'autres pays, la pension alimentaire est versée directement par la CAF. Enfin, dans d'autres pays, on pourrait le prélever directement sur le salaire. On pourrait faire des choses qui ne sont pas faites en France. Et alors, alors là, tu nous parles de plein d'échecs qui peuvent se produire si on n'a pas trop réfléchi à la fois à la mise en couple, à comment on gère des investissements en couple, à faire confiance à l'autre, et puis à cette idée que
les couples ont le risque de se séparer. Mmh. Pour éviter tout ça, et même avant la séparation, pour éviter que l'enfant ne soit une source d'inégalité Ouais. de revenus entre l'homme et la femme, comment il faudrait s'organiser selon toi, ce serait quoi la manière idéale de gérer les finances et la répartition de l'argent dans un couple? Je pense qu'il n'y a pas un modèle parce que tout le monde n'a pas les mêmes, la même vision, les mêmes ambitions de vie aussi. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup entendu « Ah bah oui, mais du coup, il faut que les femmes ne s'arrêtent pas de travailler, ne passent pas à temps partiel, ne délèguent à des nounous et en fait aient les mêmes carrières que les hommes, en gros. Ça ne correspond pas au choix de chacun. Ça ne À correspond certaines pas femmes au qui ont choix envie de passer chacun. du temps avec Voilà, leurs enfants. exactement. Donc, ce qui pour moi est primordial, c'est déjà, de parler d'argent dans le couple, qui est encore énormément un sujet tabou, de se dire que, contrairement à ce qu'on pense, quand on aime, on compte, parce qu'on a envie de protéger l'autre, de ne pas le léser, de reconnaître toute la valeur qu'il apporte à la famille. Donc déjà, parler d'argent dans le couple. Ensuite, s'il y a du travail gratuit, si je passe à temps partiel ou que je prends un congé parental parce qu'on n'a pas de place en crèche. Si aussi, parfois, ça commence même à la grossesse. Si j'ai une grossesse difficile et que je dois m'arrêter dès le 4e mois et être alitée, j'ai une perte de revenus en tant que femme. Je vais pas être indemnisée à 100%. Toutes ces petites surprises de la vie. Y compris les dépenses pendant la grossesse qui sont souvent des impensées. Tout ça, je veux dire, le mettre à plat, se dire, bon, bah là, en fait, toi, le coût, c'est ça. Comment est-ce qu'on essaie de compenser? Alors après, ça reste des mesures de bricolage, je trouve, parce que en vrai, ça devrait changer à un niveau plus politique et sociétal. Mais en attendant, il y a des hommes qui versent une partie de leur salaire à leur conjointe pendant la grossesse ou quand il y a un congé parental. Voilà. Cet argent, elles peuvent l'investir sur le long terme. Donc déjà, reconnaître la valeur du travail gratuit, trouver des systèmes de compensation. Ça peut être... Bon, là, je te parle de choses quand on a de l'argent. Donc de transvaser une partie de son salaire, faire de la donation, donner des équivalences de propriété. Si on achète un appartement, que les deux n'ont pas le même apport, on est quand même propriétaire à tant de pourcents, à 50-50, même si on n'a pas tous les deux mis la même chose. S'il y a des parcours de vie où il y en a un qui facilite beaucoup, d'avoir une reconnaissance, avec de la propriété, avec de l'argent, avec une reconnaissance. Ça peut aussi passer tout bêtement, et là je parle pour les gens plutôt de notre génération et les plus jeunes, par le fait de se marier. Ce qu'on oublie, alors ça peut faire très réac de dire ça, mais on oublie que le mariage, c'est quand même protecteur pour les femmes, et que quand on est marié, notamment en communauté de biens, au moment d'une séparation, s'il y a séparation, et ça, c'est on la a grande le droit... Ça, c'est la grande différence historique par rapport à nos grands-mères et peut-être nos mères. C'est que dans cette génération, on se marie beaucoup moins, parfois on se paxe. Et en fait, le mariage et le paxe ne donnent pas accès aux mêmes droits, que ce soit en termes de mise en commun des biens du couple, mais aussi en termes d'aide sociale, d'accompagnement. Et puis même, il faut connaître aussi les façons dont on décide de se marier. C'est-à-dire qu'il y a principalement, il y en a un petit peu plus, mais il y a principalement 3 systèmes qui sont utilisés. La communauté des biens, la séparation des biens et la communauté réduite aux acquis. Donc là, c'est l'idée que tout ce qui sera acquis pendant la mise en couple, pendant le couple, le mariage, sera partagé aux deux, mais après, chacun garde ce qu'il avait avant. Et c'est vrai que ces 3 systèmes sont assez méconnus, et beaucoup de personnes pensent que ne pas se marier, c'est gagner en indépendance. Mais par exemple, une femme qui décide de travailler au foyer ou de sacrifier sa carrière, là, pour le coup, on est plutôt dans la communauté des biens, en fait. Et même sans être dans le total sacrifice, mais tu vois, ça peut être je travaille à temps plein, mais je ne prends pas telle promotion parce que j'ai envie d'être rentrée à 19h tous les soirs chez moi, et que ça facilite notre conciliation vie privée, vie pro. Et moi, je vois beaucoup de femmes qui deviennent auto-entrepreneuses ou entrepreneurs pour avoir plus de flexibilité, pour mieux concilier, tout en ayant leur propre activité, mais souvent, donc ça arrange bien la famille, mais souvent ça ça des se plus fait, petits revenus, bien sûr. avec une précarisation des revenus à la clé. Donc, sans parler d'arrêter de travailler, mais de se dire tout ce à quoi je renonce, le coût d'opportunité pour la famille, comment est-ce que c'est reconnu? Après, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va voir un notaire. Ah ouais, on va voir un notaire, on se fait conseiller sur les 3 manières de faire. Les gens aujourd'hui ont beaucoup moins de mal à aller voir un psy. Je pense que la prochaine étape, c'est d'aller voir le notaire, parce qu'il n'y a pas de questions bêtes. Déjà, on a énormément de réticence à poser des questions sur l'argent, sur qu'est-ce qui se passe si
Sans même parler de la séparation. Si l'un ou deux a un accident et se fait renverser par un bus demain Oui, ou alors un là arrêt, encore voilà. plus, tu rajoutes l'amour, le deuil. Voilà, le deuil. Bon, il y a des accidents de la vie, il y a des maladies, il y a des choses qui font que voilà, la vie est imprévisible. Donc, poser les questions bêtes, c'est très important. Vraiment, au notaire, au banquier, à un conseiller en gestion de patrimoine, à n'importe qui, voilà, mais d'avoir du conseil. Chez Plan Cash, nous, il y a un truc, un petit mécanisme qu'on Ouais. conseille souvent, c'est de mettre en place des money dates. Ouais. Voilà, il y a un moment où on va parler de l'argent, de la répartition de l'argent. Et puis, on se refait des money dates à chaque fois qu'il y a un changement dans la vie professionnelle, que l'un des deux ait une promotion, qu'il y ait l'arrivée d'un enfant, qu'il y ait un déménagement. Ça aussi, ça participe à décomplexer. Franchement, alors, c'est pas des discussions toujours faciles et c'est pas forcément la soirée la plus glamour que tu auras avec ton partenaire. Mais moi, je trouve ça quand même assez intéressant parce que ça force à se mettre en empathie avec l'autre. De dire, oui, mais en fait, si toi, tu prends cette promotion, comment on fait? Comment moi, ça va impacter mon quotidien? Comment, voilà, financièrement, quelles sont les opportunités pour notre famille, pour toi? Mais en fait, ce qui est pas forcément facile parce qu'on n'a pas été éduqué à l'amour comme ça, mais il faut quand même toujours avoir le souci de son intérêt économique individuel. Surtout quand il y a un couple sur deux qui se sépare. Et je pense que ça peut même être une preuve d'amour que de dire, en fait, si on se sépare, s'il y a un accident, si on est séparés, comment est-ce que toi, tu es protégé à titre individuel? Et donc, faire des money dates, voilà, d'avoir ces discussions, ça permet aussi de mieux connaître l'autre, de se mettre en empathie et de se projeter. Ça, notamment sur le travail, tu vois, je trouve que c'est pas des conversations dont on parle forcément beaucoup, mais de se dire, est-ce que toi, tu as envie de te reconvertir un jour? Est-ce que tu as envie de reprendre les études? Est-ce que tu as envie d'aller vivre à l'étranger? Est-ce que tu as envie de monter ta boîte? Qu'est-ce que c'est, en fait, bien gagner sa vie? Comment est-ce qu'on peut faire nos projets à deux? Comment est-ce que ça peut s'articuler? Et souvent, ces conversations-là, elles sont liées à des conversations d'argent. Et puis, il y a une autre question sur l'argent. Tu as commencé à en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a une répartition sexuée de la gestion de l'argent. Oui. On voit que les femmes sont plutôt fortes pour la gestion du budget, donc du quotidien, qu'elles s'en occupent même un petit peu plus dans les couples hétérosexuels, et puis qu'elles gèrent vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire voilà, les courses, etc. Ce que l'autrice Titu Lecoq appelle les pots de yaourt. Et puis même dans d'autres familles, dès qu'on manque d'argent, c'est madame qui gère le budget. Et alors par contre, plus on a de l'argent, plus on a du patrimoine, plus monsieur va prendre le devant et va gérer les différents investissements avec un peu cette idée de les hommes sont plus forts en mathématiques, les hommes gagnent plus, donc ils savent utiliser l'argent, ils savent gérer la fiche d'impôt, etc. Et donc, c'est eux qui vont avoir l'assurance vie, l'investissement dans un bien, c'est eux qui vont prendre en charge tout ça. Qu'est-ce qu'on risque à ne pas s'occuper de tout ça? C'est quoi le problème derrière? On risque de ne pas avoir de droit sur cet investissement déjà et de ne pas avoir la connaissance de l'existence de tel ou tel placement. Et parfois, sans être dans le cliché de l'homme qui fait ses placements dans le dos de sa femme et que du coup, quand ils vont divorcer, elle ne sera pas au courant de tel ou tel placement. Et s'ils sont mariés en communauté de biens, en fait, quand tu es marié en communauté de biens et que tu divorces, faut tout mettre sur la table. Mais parfois, tu sais même pas s'il n'y a pas des choses cachées dans le placard, en fait, derrière. Donc, il faut quand même avoir conscience de tout ça. Mais même sans parler de ça, quand tu ne sais pas où est placé l'argent, tu peux pas aller le chercher. Donc, il y a quand même un enjeu de savoir, de connaissance de où est placé l'argent. Et puis après, moi, je trouve qu'on n'est jamais trop de deux cerveaux pour réfléchir à tout ça. Laisser son conjoint remplir la déclaration d'impôt parce que c'est compliqué. Oui, mais c'est compliqué aussi pour votre conjoint, en fait, c'est qui n'a pas un cerveau plus apte que le vôtre. Et donc, parfois, on est deux, et on évite des erreurs, on évite... Et puis, on peut passer à côté de quelque chose. On a fait une vidéo récemment basée sur le témoignage d'une abonnée de Plan Cash qui disait « J'étais alternante, mon conjoint gagnait très bien sa vie. Il voulait faire la déclaration d'impôt, il s'en occupait. Je ne savais pas du tout combien il gagnait exactement. Et sur les impôts, j'ai découvert qu'il utilisait le taux personnalisé plutôt que le taux individualisé. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux taux et pourquoi on doit se préoccuper de ça? Parce qu'il y en a un qui est plus favorable à l'égalité dans le couple. Oui, il y en a un qui est totalement injuste et l'autre beaucoup plus favorable à l'égalité, mais quand même qui bénéficie majoritairement aux hommes. Alors là, je tease, mais... Si on fait très simple. Si on fait très simple, quand en France, vous êtes en couple, vous payez moins d'impôts.
voilà, c'est quelque chose qu'on Donc, pourrait... c'est encore réel aujourd'hui. C'est encore réel. Donc, quand on fait la déclaration d'impôt, en fait, on a le choix entre 2 taux. Il y a le taux personnalisé, qui porte très mal son nom. C'est-à-dire que on va faire la somme de tous vos revenus, calculer un taux qui va s'appliquer, un taux de prélèvement, donc avec un avantage Moyen. fiscal par rapport au reste, mais avec un taux qui va s'appliquer aux 2 mêmes revenus, quand même il y a des écarts de revenus. Donc, tu vois, il n'est pas très égalitaire, parce que Pas monsieur égalitaire. paye moins, mais madame Voilà. paye plus. Donc, le taux personnalisé, celui qui a le plus fort revenu paye moins parce que le bas revenu de sa conjointe, le principe que 75% des couples, c'est le cas, les revenus plutôt bas de sa conjointe vont du coup tirer son taux vers le bas. Par contre, la conjointe, elle va payer plus que si elle était seule. Donc ça, c'est le taux personnalisé. Donc il y a plein d'hommes qui payent beaucoup moins d'impôts et de femmes qui payent beaucoup plus d'impôts parce qu'ils sont en couple. À côté de ça, tu as le taux individualisé. Donc là, le taux individualisé, c'est-à-dire, on va quand même faire un taux plus bas que si on n'était pas mariés. Mais par contre, il va s'appliquer de façon plus égale entre les revenus. Il va s'appliquer, par exemple... Plus élevé pour monsieur et moins élevé pour madame ou pour le plus petit salaire. Mais là où c'est quand même à questionner, c'est-à-dire que madame, elle va payer la même chose, enfin, celle qui a les revenus le plus bas, donc madame, on va dire, va payer la même chose que si elle était seule. Oui. Donc, elle paye pas plus. Par contre, monsieur va payer plus que madame, mais quand même moins que si lui, il était seul. Et c'est là où, en fait, cette conjugalisation de l'impôt, on peut quand même y réfléchir parce que c'est au moins 13 milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Et c'est une mesure qui bénéficie majoritairement aux hommes les plus riches. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle. Je la résume quand même. C'est que jusqu'à présent, c'était donc le taux personnalisé qui se mettait par défaut sur nos fiches de déclaration d'impôt. Et à partir de septembre, grâce à certaines revendications d'associations féministes et de chercheuses, ce sera le taux individualisé. Voilà. Donc, ça veut dire que spontanément, plus personne fera cette erreur sans vraiment chercher à la faire. Parce qu'avant, il fallait le savoir, aller sur le site des impôts, cocher la case. Enfin, et ça, c'est une mesure d'égalité. Voilà. Donc ça, maintenant, a priori, au moins, les femmes ne paieront pas plus à cause des hauts revenus de leurs conjoints. Par contre, les conjoints paieront toujours un peu moins d'impôts. Voilà. Enfin, le dernier moment où les inégalités financières se creusent, c'est la séparation ou le divorce. Là où tout bascule et le risque de tomber dans la pauvreté est fort. Tu en parles un petit peu dans ton livre, c'est poursuivi dans un rapport de la Fondation des femmes sur le coût du divorce. Qu'est-ce qu'il se passe exactement à ce moment-là ? Il y a une perte de 20% de niveau de vie en moyenne pour les femmes après une séparation, contre 2 à 3% pour les hommes. Les hommes retrouvent leur niveau de vie initial au bout de 1 ou 2 ans, je crois. Ça se passe très vite, alors pour les femmes, ça prend beaucoup plus de temps. Pourquoi ? Parce que on perd en niveau de vie, faut retrouver un logement, parce qu'on a moins travaillé, parce qu'on a moins de revenus aussi, parce qu'on a la charge des enfants. C'est un peu le syndrome Mary Poppins dont je parlais tout à l'heure. Il faut faire beaucoup plus avec moins. Donc évidemment, c'est plus compliqué. Là où pour un homme, en fait, le niveau de vie, il se retrouve et puis même, il en gagne. Moi, je sais que j'avais été surprise de voir que le père de 3 enfants dont il n'a pas la garde gagne 12% de niveau de vie après une séparation, alors que, à l'inverse, plus on a d'enfants à charge quand on est une femme après une séparation, plus on risque en fait de tomber sous le seuil de pauvreté. Donc, il y a quand même quelque chose à repenser, notamment au niveau des pensions alimentaires et des aides. Qui ne sont pas toujours versées. Voilà. Et aujourd'hui, et dont la moyenne est de 127 €, je crois, par... Alors maintenant, ça a été rehaussé, c'est 170 € par enfant, par mois. Alors que je crois que le coût d'un enfant, c'est 500, 600 €. 650 €. Voilà, donc il y a quand même un écart énorme et une méconnaissance de ce que coûte un enfant. Il y a à la fois ce qu'il coûte, encore une fois, l'argent qu'il faut dépenser, et puis ce que ça coûte en termes d'opportunités quand tu dois aller le chercher, le faire travailler le soir, lui faire ses devoirs, s'en occuper le week-end. Mais honnêtement, quand on vient de se mettre en couple, qu'on est un peu amoureux, on a vraiment envie de se poser cette question du divorce ? Il faut vraiment se poser cette question-là. Non, mais évidemment qu'on n'a pas envie de casser l'ambiance, entre guillemets, mais après, je pense quand même qu'on est beaucoup plus lucide parce qu'on est issu de familles où il y a eu des séparations, où il y a eu des divorces, qu'il y a des familles aujourd'hui avec des modes beaucoup plus variés. Il y a des familles recomposées, il y a des gens qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants. Enfin, c'est quand même beaucoup plus diversifié. Donc, on sait que le modèle
papa, maman, enfant, la même famille pour toute la vie sans jamais divorcer, c'est plus forcément la norme en fait. Je crois que c'est un enfant, sur 4 qui est dans une famille monoparentale aujourd'hui donc sans parler de casser l'ambiance, c'est juste être responsable et encore une fois, pour moi, ça peut vraiment être un acte d'amour de dire, ben, en fait, comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce que je reconnais, Ouais. la valeur que tu apportes, dans notre couple, dans notre famille? C'est un acte de bienveillance et puis c'est un acte de responsabilité parce qu'encore une fois, si tu te fais écraser par le bus, demain, bah, comment l'autre est protégé et comment est-ce qu'il peut continuer, à, élever, des enfants, rembourser un prêt, vivre dans un appartement, voilà. On a Enfin, parlé travail ouais. domestique, dépenses au Oui. sein du couple, sacrifice du travail Mmh. et investissement. Ouais, Je reviens sur cette part qui est quand même très ouais. importante pour nous parce que c'est une Mmh. manière de se prémunir finalement de ces Mmh. inégalités Oui. et de s'assurer que ça va bien se passer sur la Mmh. suite de notre vie, que le couple dure ou Mmh. pas. Mmh. Ton ouvrage il était Mmh. quand même concentré sur les constats. Mmh. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce que tu conseillerais aux femmes qui voudraient rééquilibrer la gestion du travail gratuit payant et des investissements au sein de leur couple? Moi, ce que je trouve bien, c'est d'avoir un compte commun pour les dépenses communes. Donc là, on a calculé, au prorata 50-50, on verse et tout, d'avoir toujours un compte individuel à soi. D'accord, pour Voilà. les vacances, les sorties. Pour les vacances, pour s'acheter, une moto, un appareil photo, ce que tu veux ou si tu as besoin d'aller voir, un avocat ou un notaire que tu peux payer, toute seule, tranquillement. Et sur le Voilà. patrimoine? Sur le patrimoine, bah, se dire quand on achète, comment est-ce qu'on se répartit les parts? Est-ce que, il y a l'apport que chacun a, Mmh. voilà, ou le prêt qu'on va contracter ensemble, mais est-ce qu'il y a pas d'autres valeurs à mettre en compte, y compris, bah, les ajustements de carrière, le travail gratuit qu'on fait? Est-ce que ça mérite pas une autre reconnaissance? Et après sur les investissements, moi je trouve ça plutôt bien d'avoir des investissements à titre individuel, bah, chacun, En une parallèle. assurance vie, voilà. Arrêter de se dire que l'investissement, c'est un truc super compliqué que seuls les hommes, peuvent faire. En plus, les femmes font la gestion la plus difficile de l'argent, qui est de gérer de l'argent quand il y en a pas. Donc elles sont absolument aptes et capables de le faire. Quand il y en a, il y a plein d'options. On peut investir dans un livret A, dans un PEA, dans une assurance vie, on peut investir, en ligne, on peut acheter de l'or. Il y a plein de sources d'enrichissement, plein de comptes Instagram, de masterclass, de plateformes de vulgarisation de l'investissement, pour du coup faire un choix éclairé et donc avoir ses propres investissements à soi. Et après les penser aussi dans une économie familiale où ça bénéficie à chacun. Puis en fait, si on a un conjoint qui a déjà investi, bah, en parler ensemble, lui va expliquer, bah, toi, tu as placé où, comment, qu'est-ce qui prend de la valeur, comment est-ce qu'on peut faire. Ça peut aussi être une conversation, autour de la table, au dîner. Après, voilà, se dire qu'on n'est pas obligé de faire comme son conjoint en termes d'investissement. Il y a des femmes qui aiment le risque, d'autres qui n'aiment pas le risque, et des hommes, pareil. Donc, faire, l'investissement qui nous ressemble, qui convient aussi à nos projets de vie et je trouve que réfléchir à ça, bah, ça vient un petit peu à se réindividualiser au sein du couple, se dire: «Quels sont mes besoins? Quels sont mes revenus? Est-ce que ça va me suffire pour la retraite? Non. J'ai besoin d'un complément. Moi, mon travail, il est comme ça. Est-ce que j'ai tel projet?» En fait, on réfléchit à ses projets de vie, on les partage au sein de son couple et de sa famille, donc c'est intéressant, mais voilà, c'est nécessaire. C'est dommage, en fait, de s'en passer. Et on en revient à ce que tu disais sur la déclaration d'impôt. Oui, Finalement, on n'a jamais assez de 2 on n'a cerveaux, jamais assez de 2 2 personnes cerveaux. pour Exactement comprendre et et décider. une seule personne qui décide, de placement, de choix à très long terme, pour la famille, bah, en fait, c'est dommage. C'est potentiellement dangereux parce que cette personne, même si elle est bien intentionnée, elle peut faire des mauvais choix. Elle peut être mal conseillée, donc on n'est jamais trop de 2 cerveaux et puis voilà, on peut investir ensemble dans, de la location immobilière, par exemple, mais c'est bien aussi d'avoir des investissements à soi, pour des projets, voilà, communs ou individuels. Bon, ton bouquin maintenant, il date de 2021. Est-ce que Ouais. les choses ont changé, Non. À entre les part peut-être les le femmes que tu rencontres dans des rencontres de signature? Est-ce que tu vois des changements, oui, des bah, moi j'ai des lectrices qui me disent que le livre aide à discuter avec leur conjoint. On a fait donc il y a l'essai qui est sorti en 2021. Là, on en a fait une BD avec l'illustratrice Tiffany Cooper qui est sortie en octobre 2024, donc qui est très accessible, qui est drôle. Ce qui a changé, bah, c'est le taux individualisé par défaut, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ce qui a changé, c'est qu'on en parle beaucoup plus et ça, c'est une avancée, notable. C'est que les femmes prennent conscience de l'importance de ce sujet, prennent conscience qu'elles doivent
préparer leur retraite parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'augmente plus son niveau de vie par le travail. Et on sait que les revenus, ça va plus suffire pour préparer une retraite. Voilà, donc il y a cette prise de conscience-là, et après, il faut s'informer. L'idéal, ce serait d'être éduqué à l'école à la gestion de budget et à l'argent. C'est pas encore le cas, donc voilà. Donc la conversation est ouverte et c'est vraiment ça qui change. Merci Lucille Quillet d'avoir décrypté les mauvaises habitudes qui sont à l'action dans le couple quand il s'agit d'argent. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre de Lucille, Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, est disponible en poche et en BD illustré avec Tiffany Cooper. On espère que ça va encourager les femmes à prendre en main leur argent et leurs finances et à s'élancer dans le grand bain de l'investissement. Il est temps, avec pourquoi pas la richesse au bout du tunnel. Femmes d'Action est un podcast produit par Fortunéo et co-réalisé avec Slate.fr. Je suis Léa Lejeune de Plan Cash et j'étais ravie de présenter cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner, à le liker. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et lancez-vous, reprenez le pouvoir sur votre argent.